Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au Club de la Presse, votre rendez-vous dominical de décryptage de l'actualité sur RTI 1. Cette semaine encore, l'actualité nationale est marquée par deux dynamiques fortes. D'une part, la bataille politique autour des législatives partielles à Toumoudi et Massala Douala. D'autre part, la lutte renforcée contre l'insécurité routière et le phénomène des plaques d'immatriculation frauduleuses. Deux sujets, deux axes majeurs, le renouvellement de la classe politique locale et la sécurité des Ivoiriens sur nos routes face à la recrudescence des accidents et aux stratégies gouvernementales de contrôle. Pour en débattre, quatre journalistes et analystes politiques. Michel Betta, journaliste directeur général du journal Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On est très heureux de vous accueillir. Bledson Mathieu, journaliste secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Lanciné Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1 et chef du service économie. Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonsoir Ahmed Sylvie. Merci à vous également d'honorer ce plateau de votre présence. Victor Junior Djokoui, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. C'est bien cela? Merci. Bienvenue sur ce plateau, bonsoir. Merci Ahmed. Alors, merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation. On entame le débat tout de suite après le générique. On entame avec la toute première actualité de ce débat. À l'issue des élections législatives partielles organisées le samedi 21 février 2026, la Commission électorale indépendante CEI a proclamé les résultats dans les circonscriptions 021 Toumoudi commune et 204 Douala Massala. Ces scrutins faisaient suite à une décision ordonnant la reprise des élections dans ces deux localités après des réclamations enregistrées à l'issue des législatives du 27 décembre 2025. À ce sujet, on scrute ensemble cet élément de Devisoyo, juste après lequel on se retrouve. Les résultats provisoires des législatives tenues à Toumoudi commune et Douala Massala sont connus. Ali Hervé Dominique, candidat du PDC RDA, est déclaré vainqueur à Toumoudi commune par la commission électorale indépendante. Il a obtenu 7182 voix, soit 56,11% des suffrages exprimés. Il devance Raymond Goudou Kofi, candidate RHDP, crédité de 5423 voix, soit 42,37%, et Jules Nanglais Conan, candidat indépendant, qui a obtenu 93 voix, soit 0,73%. Dans la circonscription 204 de Douala Massala, commune sous-préfecture, le candidat indépendant Aboubakar Sidiki Dosso arrive en tête avec 3225 voix, soit 49,10% des suffrages exprimés. Le député sortant Mamadou Dosso, candidat RHDP, arrive en seconde position avec 3100 voix, soit 47,50%. Les autres candidats, tous indépendants, obtiennent les résultats suivants. Metouba Koulibaly, 97 voix, Moussa Oumar Soumaoro, 45 voix, Nedjon Kone, 8 voix. Aucun incident n'a été enregistré durant les campagnes et le jour du scrutin. La reprise des élections législatives dans les circonscriptions 021 et 204 voit donc la victoire respectivement d'un indépendant et du PDC RDA. Retour sur le plateau du Club de la Presse, M. Devisoyo nous l'a annoncé dans son reportage. Des élections ont été reprises après des réclamations, mais le RHDP qui a fait ces réclamations a été battu dans ces deux localités. Comment vous interprétez cet état de fait, Bledson Mathieu? Oui, le RHDP a contesté les résultats à Toumoudi et plutôt de l'autre côté, c'est le candidat indépendant qui avait perdu, qui avait... Bon, quelle interprétation? Bon, on a comme l'impression que les militants, les électeurs ont dit au RHDP, non, c'est bon, vous en avez trop eu... bon, dans les faits, l'image même que moi j'ai le plus retenu, c'est à Toumoudi. À Toumoudi, après les élections, Madame Raymonda Goudou a appelé Hervé Ali pour le saluer. Ce dernier s'est déplacé, allé à son domicile. Et les images qui sont provenues d'une ville où quand même il y a eu un peu de chaleur pour ces élections-là, elles sont extrêmement encourageantes pour la Côte d'Ivoire. Et puis pratiquement aussi après la fermeture du scrutin, on a eu les résultats. Ça, c'est vraiment cette endurance-là que nous, on encourage la CEI à l'avoir, parce que trop de temps passé à publier les résultats, ça envoie beaucoup de soupçons. Voilà.
Mais là, il n'y a eu que 2 circonscriptions. C'était beaucoup plus facile à publier. Mais on se dit que la CEI a pris bonne note de toutes ces observations et que les prochaines échéances électorales pourront être mieux diffusées en termes de... 4 bureaux de vote à Toumoudi. C'était facile à proclamer. C'était facile à proclamer comme résultat. Michel Betta, sur ce, vous avez la parole pour commenter cette actualité. Bon, moi, je dirais simplement que, il faut le dire honnêtement, ça ne changera pas grand-chose à l'Assemblée nationale, parce que c'est 2 députés qui viennent, là où le RADP a des assents en 5, donc ça ne va pas changer la donne à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut retenir... 197. Donc, ça ne va pas changer réellement la donne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la symbolique de cette élection-là. D'abord, je constate que la Côte d'Ivoire démocratique s'est exprimée. Quand on dit la Côte d'Ivoire démocratique, les électeurs sont partis aux urnes avec la liberté de choisir leur candidat, sans pression, sans exclusion. Ce qu'on aurait voulu voir à la présidentielle, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas de candidats significatifs tels que les candidats du PDCI, du PPACI ont été écartés. Donc vous avez vu que l'expression de la démocratie ivoirienne plurielle s'est exprimée dans la symbolique autour de ces 2 scrutins partiels. Et la deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est les résultats. Vous avez vu, l'opposition, ça montre que l'opposition a voix au chapitre. Ils ont mobilisé leurs troupes. Ils sont parvenus à faire vraiment entendre leur voix. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. 56% de voix arrachées à Toumoudi, 48%. Sans compter la mobilisation exceptionnelle que le RADP a mis dans les élections. On a vu les ministres qui sont déplacés pour aller soutenir les candidats RADP. Mais cela n'a pas empêché les populations de choisir leurs candidats, de choisir ceux qu'ils veulent. C'est vraiment moi, c'est cette symbolique-là que je veux qu'on retienne de ces élections-là. Quand on laisse le peuple s'exprimer, le peuple s'exprime en faveur de qui il veut et comment il veut. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire prochaine. C'est-à-dire qu'il faut que les élections se déroulent de sorte que les populations puissent choisir qui ils veulent, malgré la pression, malgré la détermination du camp au pouvoir. L'opposition a pu donner voix au chapitre et à tout le monde, ils ont gagné. De l'autre côté, c'est un indépendant. Et la dernière chose que je veux qu'on retienne, et ça c'est la plus importante, il ne faudrait pas qu'on fasse de la perte d'un scrutin un drame. On a entendu des personnes ici, notamment notre président de l'Assemblée nationale, qui dit que le RADP perd les élections, il va se retrouver en exil. Non, les Ivoiriens ne sont pas dans cette attitude revancharde. Ils veulent s'exprimer démocratiquement dans les urnes. Il faut leur donner l'occasion. Ils vont choisir qui ils veulent, comment ils veulent, et la Côte d'Ivoire va continuer. Vraiment, c'était une belle élection et il faut souhaiter cela pour tous les scrutins à venir. Et c'est toute cette symbolique-là qu'il faut retenir. Sinon, à la vérité, à l'Assemblée nationale, rien ne changera fondamentalement. Voilà, donc pour moi, c'est la symbolique de ces élections-là qui est vraiment déterminante pour que chacun comprenne que la démocratie peut vivre en Côte d'Ivoire sans que personne ne soit heurté. Lansine Bakayoko, votre commentaire de cette élection et des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante? Je viens d'entendre belle élection, mais belle élection simplement parce que l'opposition a remporté les élections. Non, on ne peut pas le voir ici. Et donc, la personne morale à féliciter ici, c'est la Commission électorale indépendante. Parce que cette Commission électorale indépendante a toujours été vouée aux gémonies. On l'a dit partiale, on l'a dit travailler pour le compte du parti au pouvoir, mais vous avez bien vu que le scrutin s'est passé avec une transparence sans précédent. Exactement la même chose comme les précédents scrutins. Maintenant, il faut que le PDCI ait le triomphe modeste. Parce qu'à Toumoudi, ça a toujours été un fief du PDCI RDA. Donc, il n'y a pas de changement notable. Mais ce qui a changé, en tout cas, quand moi je regarde en profondeur, ce n'est pas la victoire du PDCI en réalité. C'est la victoire de la faction anti-Tiam du PDCI qui a remporté les élections à Toumoudi. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez vu que tous ceux le front anti-Tiam s'est fortement mobilisé à Toumoudi. Vous avez vu Maurice... Pourquoi tu as reconnu cette faction-là? Vous avez vu Maurice Kakou Dikawe qui... Tout le monde sait son aversion aujourd'hui vis-à-vis de Tiam qui s'est mobilisé. Vous avez vu les Emou Sylvestre, les Yassé, les Ewo qui se sont mobilisés pour aller soutenir le candidat Ali Ali. Donc je pense que c'est le front anti-Tiam qui est en train de s'élargir à Toumoudi. Le PDCI s'est laissé, doit avoir le triomphe modeste sur ce coup. Maintenant, il ne faut pas voir aussi ces élections comme une défaite du RHDP parce qu'à Massala, le candidat qui a été élu
un ami à moi, personnellement, qui n'est pas nécessairement une personnalité hostile au RHDP. Ça veut dire que la leçon que le RHDP doit pouvoir tirer de cette élection, c'est, en tout cas dans cette localité de Massala-Douala, cette circonscription électorale, c'est le choix des hommes. Parce que l'élection de Aboubakar Dosso, c'est moins une sanction contre la politique du RHDP qu'une sanction contre la désignation des personnalités de la région. Dosso Aboubakar, c'est quelqu'un qui s'est illustré par des œuvres sociales, il a été toujours proche des populations, il a posé des actes, matériellement comme physiquement, il a toujours été dans cette localité. Tout le contraire de son adversaire du RHDP qui était, si vous voulez, un peu déconnecté des réalités. Donc, ça veut dire que son élection, ce n'est pas nécessairement la sanction de la politique du PDCI ou du président Alassane Ouattara, mais c'est plutôt la sanction ou bien la reconnaissance des populations vis-à-vis d'un homme et de sa proximité avec elles, les populations, je vais dire. Donc, et selon vous, ça devrait constituer un critère de sélection des candidats pour le RHDP ou pour n'importe quel parti politique. Ça devrait constituer un critère aujourd'hui parce que le président lui-même l'a dit à Cocody ici, il a dit, il demande aux élus et à ceux qui sont dans l'institutionnel d'être plus proches des populations, de s'accommoder des desiderata des populations, de faire du social. Et vous avez vu qu'on a parlé de Côte d'Ivoire solidaire. Malheureusement, dans certaines localités, cette Côte d'Ivoire solidaire ne s'est pas manifestée en profondeur. Et aujourd'hui, la victoire de Dosso Aboubakar est la reconnaissance des populations vis-à-vis de la Côte d'Ivoire solidaire que Aboubakar Sidiki a promue. Mais au niveau de Toumoudi, bon, c'est l'eau qui coule parce que ça a toujours été un bastion du PDCI RDA. Mais moi, je pense que c'est aujourd'hui, cette victoire de Ali Ali est moins une défaite du PDCI qu'une défaite de Tidiane Thiam. Victor Junior Djokoyi, votre analyse, vous êtes impatient de réagir sur ce sujet. Oui. Allez-y. Parce que, merci Ahmed, quand j'écoute mon jeune frère Bakayoko, je ne sais pas trop ce sur quoi il s'appuie pour désigner que Kakou Djekaou est Tiamis, que le maire de Cocody, Yassé, est Tiamis, etc., etc. Bon, bref. Non, ce n'est pas des Tiamistes. Hein. Ce n'est pas des Tiamistes. Ou bien des anti-Tiamistes. Poursuivez, Victor. Bon, je retiens deux choses de ces élections. Lesquelles? La première chose que je retiens, c'est que l'élection de Toumoudi donne une leçon de démocratie à la Côte d'Ivoire. Quand une élection est bien organisée, sans un esprit de fraude, etc., dans cette élection, elle se passe toujours correctement et bien. Vous vous souvenez de 2020, à Toumoudi, il y a eu 4 morts. La violence a émaillé l'élection dite présidentielle de 2020 à Toumoudi. À cette époque, le RHDP voulait s'imposer à Toumoudi et naturellement la population qui était contre cet impôt-là, évidemment, n'a pas accepté et ça conduit ce à quoi ça devait conduire. Et donc on a eu une violence inouïe à Toumoudi et ça fait 4 morts. Aujourd'hui, le RHDP s'est révisé et a compris qu'il faut aller à cette élection-là, mais vraiment très zen. Mais ça, c'est parce que mon ami Éric Betta l'a dit. C'est parce que ça ne change rien. Michel Betta. Michel Betta l'a dit. Ça ne change rien au nombre de députés que le RHDP a à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont accepté d'organiser des élections justes et transparentes. Et comme vous avez pu le remarquer, ça s'est organisé tranquillement, sans heurts, sans problème. Et puis, le député qui devait gagner a gagné. Première chose que je retiens. La deuxième chose que je retiens, c'est que cette élection-là avait quelques clés. La première clé, c'est la proximité des candidats avec la population. Et évidemment, Hervé Ali, depuis quelques années, une dizaine d'années, est vraiment très proche de la population. Mon jeune frère Bakayoko l'a dit, de la même façon que Dosso s'est investi à Douala, Hervé a fait pareil, pas avec grands moyens, etc., mais il a vraiment été aux côtés de la population. Et quand tu passes à Toumoudi, son image passe. Bon, donc sa victoire a été faite par la première clé que j'ai. Mais également, il y avait une question de stratégie.
on l'a dit tous ici sur le plateau, tout le monde dit c'est le bastion du PDCI-RDA. Et évidemment, il ne fallait pas accepter que ce bastion-là quitte des mains du PDCI-RDA. Et donc, ceux qu'il appelle les anti-tiamistes ou les tiamistes se sont investis pour combattre et pour conserver le bastion. C'est ça qui a fait que Hervé Ali a donc remporté cette élection. Ce n'est pas trop un problème d'anti-tiam ou bien de tiam. Voilà ce que je voulais dire. Non, moi, je veux quand même réagir. Mais justement, pour réagir sur ce sujet-là, on a eu la conférence de presse du PDCI-RDA où le ton a été donné pour la reconquête des différents bastions, la reconquête politique. Est-ce que cette élection-là ne répond pas justement à cet état de fait? Mais bien sûr. Non, je veux d'abord parler de cette affaire de Toumoudi. Il fait une confusion et à partir du moment où cette ville a vécu douloureusement les événements de 2020 et qu'elle s'est reprise et que plusieurs d'autres élections sont passées, il n'est pas très intéressant, à mon avis, de travestir les faits. En 2020, ce n'est pas une élection locale que le RHDP voulait gagner à tout prix qui a envoyé les morts. Il y avait un mouvement de protestation contre l'organisation des élections présidentielle qui avait été lancée par l'opposition, parmi lesquelles le PDCI. Et comme c'est un bastion du PDCI, à Toumoudi, l'opposition a été forte, ça a engendré un peu ces mouvements sur lesquels j'ai vraiment pas envie de venir, qui ont été extrêmement douloureux pour la ville, pour la Côte d'Ivoire. Ici, il s'agit d'élections législatives et c'est la même CEI avec les mêmes méthodes, avec les mêmes pratiques qui organisent les élections. C'est vrai, quand on gagne, on est beaucoup plus heureux à dire que non, c'est la meilleure CEI au monde, mais c'est la même CEI. Et les élections qui sont déroulées le 27 décembre se sont déroulées aussi dans la tranquillité absolue. Sauf que dans les deux cas, il y a eu contestation des résultats et le Conseil constitutionnel a estimé que les bureaux de vote concernés par les plaintes étaient justes. Sauf qu'en les annulant, ça changeait, ça bouleversait les résultats. C'est pour ça qu'ils ont préféré une reprise. Mais c'est la même chose partout, donc ça, je vous le dis. Bon, maintenant, le PDCI qui veut reconquérir ces bastions, ça, c'est vraiment, comment on appelle ça? L'ambition est logique, elle est normale. Mais ce n'est pas parce qu'on avait par le passé un bastion qu'aujourd'hui on peut le voir. Quand vous prenez les résultats de Toumoudi, c'est vrai, Hervé a gagné, mais Hervé n'a pas fait 100%. Cela veut dire que progressivement, ce qui était un bastion est en train d'être érodé parce qu'il y a d'autres valeurs politiques aujourd'hui défendues. Et ce qui fait que là où le PDCI, il y a quelques années, gagnait à Toumoudi avec 80-90%. Mais aujourd'hui, tout le Gotha du PDCI, ce n'est pas seulement le RDP qui a envoyé ses ministres. Le PDCI qui a envoyé ses ministres là-bas. Tout le Gotha du PDCI était à Toumoudi pour sauver un bastion. Ce parti a beaucoup d'efforts à faire s'il veut reconquérir ces anciens bastions. On suppose que quand il parle de bastion, il faut allusion au PDCI de 90 qui couvrait pratiquement l'ensemble du pays. Là, vraiment, je leur souhaite beaucoup de boulot, quoi, vraiment. D'accord. Michel Betta, oui. Est-ce que vous pensez que le PDCI est justement dans son objectif de reconquête du territoire et du fauteuil présidentiel? Oui, tu sais, dans cette élection, ces deux scrutins qui se sont déroulés partiels, qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, c'est une défaite claire et nette du RHDP. Tout à fait. Faut le dire, faut pas se voiler, faut pas faire la fine bouche. Le RHDP a déployé, on a pu voir tous les ministres avec tous les moyens que cela peut. La pression politique, on connaît la corruption, tout cela, c'est qui se passe dans toutes les élections. On a vu ça. Non, mais non, j'en viens venir au PDCI. Mais c'est pour dire qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient comme moyen pour cette bataille-là, ils l'ont perdu, c'est une défaite. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour ce qui est du PDCI, le PDCI a dit à ses militaires, ils ont fait une conférence, tu l'as rappelé, parce que Bakayoko est en train de travestir les faits, et c'est dommage pour lui, parce que je sais qu'il s'entête à nier l'évidence. Et on peut pas montrer à quelqu'un l'évidence. L'évidence est là. Mais vous dites quoi? Le PDCI a fait une conférence, tout le monde dit pour la victoire du PDCI. Tous. Et c'est le parti officiel qui a fait cette conférence. Donc, si tout le monde a répondu à cet appel-là, c'est tout à fait normal. Le PDCI fonde son unité, est en train de construire son unité. Moi, j'ai dit, il faut voir dans ces élections-là que l'alternance tant souhaitée est possible.
Et ce n'est pas une alternance contre un parti, mais c'est parce que les Ivoiriens le veulent. C'est cela qui doit être compris. C'est pourquoi quand j'ai fini ma première intervention, j'ai dit que personne n'ait peur de cette alternance-là. Parce que quand on entend dans certains cas du RHDP parler, on a l'impression qu'ils ont tellement peur de perdre de pouvoir qu'ils veulent dramatiser la perte d'une élection. C'est dans le jeu politique. On perd les élections, on se remet et on les gagne prochainement. Donc si demain ils arrivaient à perdre le pouvoir, qui ne prennent pas ça comme un drame je dis national, c'est comme ça le jeu politique se joue. Je le dis pourquoi? Parce qu'on entend souvent dans la conférence, si on perd le pouvoir, on va aller en exil. Vous n'irez pas en exil. Calmez-vous, l'alternance est impossible. Elle se joue aujourd'hui à Toumoudi, elle va se jouer demain quelque part en Côte d'Ivoire et partout en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que ce soit un drame. Il faut apprendre à perdre les élections, à les gagner et à continuer la marche de la nation. Parce que le PDC... On a vu l'attitude de Raymond Goudou Kofi, la ministre Raymond Goudou Kofi, qui a tout de suite appelé son adversaire pour le féliciter. Avant même la programmation. Je le dis pourquoi. Dans ce scrutin, vous avez mis tous les moyens. Vous avez vu que les populations sont parties aux urnes. Vous avez perdu. Il faut reconnaître sa défaite. Ça, c'est un fait. Je dis qu'elle ne peut pas faire autrement. Sinon, elle a posé plainte pour 15 voix. Hein. 15 voix, donc elle avait perdu. Avec 15 voix, elle a posé plainte. Donc, je dis que... Peut-être parce qu'elle était convaincue. Oui, mais tu as vu l'évidence, donc tu as perdu. Ça, c'est normal que tu as perdu ton adversaire. Ça, ce n'est pas un événement extraordinaire. Je dis, tu as compétit avec tous les moyens que tu avais, avec toute la pression. On a entendu des propos là-bas qui donnaient froid dans le dos. Quand on dit aux populations, écoutez, on vous a donné tout ça là, si vous ne votez pas tel parti, non, mais c'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à faire le jeu démocratique sans vouloir menacer, sans vouloir acheter des voix, sans vouloir mettre tout ce qu'on a comme moyen pour les élections qui sont des élections locales. On a vu, le RHDP a perdu et c'est une défaite pour ce parti-là. Il faut le dire. Lansine Bakayoko, vous semblez pressé de réagir. Ouais, moi aussi. Il a été très patient, mais l'expression de son visage nous disait qu'il avait vivement envie de réagir sur ce sujet. On vous écoute. D'abord, je pense que le PDCI devrait, si vous voulez, aujourd'hui se débarrasser de ce nom de parti démocratique. Parce que vous avez vu que les consciences ont été préparées depuis le matin. Ils ont affiché qu'il y avait des personnes qui avaient été convoyées dans des cas à Toumoudi, des loupas qui avaient été transportés. Il y a des tentatives de fraude qui devaient se passer, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ils se gargarisent, ils se vautrent simplement parce qu'ils ont été proclamés vainqueurs. Si ça avait été le contraire, ils auraient parlé de fraude. Et puis en réalité, moi je dis que ce n'est pas une défaite du RHDP en tant que tel, parce que cette compétition n'opposait pas en réalité, en tout cas comment j'ai vu les choses, ce n'était pas tellement une opposition entre le RHDP et le PDCI, c'était une opposition entre tiamistes et front anti-tiamiste. Parce que c'est ce que... Oui, c'était plus prononcé que l'opposition entre... Et aujourd'hui, moi, je félicite Raymond Goudou, qui a vraiment fait preuve de démocratie. C'est une grande démocrate. Elle a pris son téléphone, elle a appelé pour reconnaître sa défaite. Et ça, c'était mérite. Maintenant, si moi, je fais une analogie, moi, je fais de l'économie, donc je fais une analogie. Un pays qui avait 10%, et qui, au fil des années, est en train de tomber à 9%, à 8%, à 7%, à 6%. Et un pays qui avait 2% de croissance et qui est en train de progresser, qui est à 6%, je préfère celui qui est en progression que celui qui est en régression. Or, il est clair aujourd'hui que le PDCI est complètement en régression. Aujourd'hui, ils ont eu 53%. Le RHDP en a eu à peu près 43, 44%. Ils ont eu 56%. Oui, 56, oui, 56 et le RHDP autour de 43%. Non, je vais dire, tout le chantage, vous savez, Toumoudi, il faut qu'il le dise. Et puis ce que je veux dire, ce n'est pas Toumoudi le cœur du PDCI RDA. Le cœur du PDCI RDA, c'est Yamoussoukro qui est déjà passé aux mains du RHDP. Je crois que Toumoudi, c'est un strapontin. Et puis, n'oubliez pas que c'est quand même Ali Ali, c'est l'un des derniers Mohicans encore en vie du PDCI qui est encore résident à Toumoudi. Donc, il a son aura qui a pu agir en faveur de son fils. Malgré tout ça, il n'a eu que 56%. Il n'a eu que 56%. Contre 43% pour Madame Raymond Goudou,
qui, en réalité, c'est la grande victorieuse de cette élection. Non seulement elle a eu 43%, mais elle a reconnu sa défaite. Et ça montre clairement qu'elle est une grande démocrate. Et ça, il faut féliciter cela et ne pas la clouer au pilori. Maintenant, sur les autres aspects, à Douala, je l'ai dit, l'élection s'est passée normalement. Vous avez dit que le président de la CEI était, disons, une section, était président d'une section du RHDP. Vous savez que lui, il est de la région également. Malheureusement, c'est le candidat de son parti présumé qui a perdu les élections. Et ça doit vous interpeller. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que la Côte d'Ivoire fasse beaucoup, en tout cas les Ivoiriens, notamment l'opposition, s'imbibe des valeurs de la démocratie et accepte qu'une élection, c'est une défaite ou une victoire. Il ne faut pas voir partout une victoire. Parce que je suis convaincu que si M. Hervé Ali n'avait pas été proclamé vainqueur, on aurait crié sur AU et ADIA partout dans le pays qu'il y a eu des fraudes. Mais je voulais terminer par là. Ce pays nous appartient à nous tous et nous avons besoin d'un pays de paix. Je crois que depuis plusieurs jours, le PDCI a préparé les populations à un conflit musclé. Dire des choses comme ça. À un conflit musclé. Parce qu'ils ont passé tout le temps à dire qu'il y a une... Ils ont passé... Parce qu'il a entendu la conférence de presse du PDCI qui a entendu... S'il te plaît. Ils ont passé tout le temps à dire qu'il y a une velléité de fraude. Qui a dit? Qu'il y a une velléité de fraude qui est en train de s'opérer à Toumoudi. Et puis, vous parlez de pousser après une conférence de presse qui dit qu'on est en train de récupérer un bastion du PDCI RDA. Je crois que c'est... si vous voulez, c'est pas exactement ce qui se passe. Le PDCI aujourd'hui est en net recul, il faut l'admettre. Parce que si vous ne faites pas le meilleur diagnostic, je pense que les prochaines élections seront encore une désillusion totale. Mais je répète que cette élection, ce n'est pas la défaite du RHDP, ce n'est pas un désaveu pour la politique économique et sociale du président Alassane Ouattara, c'est un désaveu pour Tidiane Thiam qui aujourd'hui a vu ses adversaires, notamment Djikaoué, Emou Sylvestre, Yassé, Ewo et Emou, qui ne sont pas d'accord avec ces choix stratégiques, ces choix politiques, qui sont allés voter, qui sont allés se mobiliser pour que Hervé passe. Et donc, je répète, c'est le front anti-Thiam qui est en train de s'élargir à Toumoudi. C'est bien compris. Victor Junior Djokoui, est-ce que vous partagez ce que dit Lansine Bakayoko? Je ne partage pas du tout l'avis de mon jeune frère. C'est une vue erronée. D'accord, c'est quoi votre avis alors? Alors, pas du tout. Je voudrais commencer, parce qu'il ne faut pas que ça m'échappe, je voudrais commencer à féliciter Madame la ministre Raymond Goudou Kofi de ce qu'elle a eu le courage d'appeler son jeune frère et pour le féliciter. C'est le vrai vainqueur, Raymond Goudou. Donc je voudrais la féliciter. En principe, c'est comme ça que ça devrait se passer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Je voudrais rappeler à mon jeune frère Bakayoko que la zone du centre, le PDCI est tellement jaloux de son hégémonie sur cette région que petit à petit, le PDCI est en train de récupérer les éléments de son bastion. N'oubliez pas que... Vous pouvez me donner un exemple? N'oublions pas que le ministre Aoussou Jano, qui était président du conseil régional, a été battu simplement parce que le PDCI, c'est pour cette raison, ce que nous faisons ici, c'est de la supputation. On fait de la supputation inutile. Nous, on dit, il faut que la CEI et le RHDP acceptent d'organiser des élections justes et transparentes qui ne font pas l'objet de contestation. Mon ami Michel en parlait tout à l'heure. On va à une élection présidentielle, on élimine les candidats potentiels, les vrais candidats, et puis, à la limite, entre guillemets, on choisit des personnes qu'on est sûr débattre, et puis après on se plaint, on dit non, on a gagné. Non, vous n'avez pas gagné une élection. Ce n'est pas ça une élection. Une élection doit être transparente, elle doit être claire, elle ne doit pas être contestée comme elle a été. Il me semble que vous avez reconnu que ces élections de Massala Douala et de Toumoudi ont répondu à ce mais M. Silué, c'est ce que nous sommes en train de dire.
Ceux qui ont organisé l'élection de Toumoudi et de Douala, nous les encourageons à organiser les grandes élections de cette même manière. Pour que l'opposition remporte. Mais oui, mais pourquoi vous avez peur que l'opposition remporte? Pourquoi vous avez peur? Donc c'est à cause de ça que vous organisez juste la 30 fraude. secondes. Non, il a dit tout à l'heure que le RHDP a déclaré que si nous perdons les élections, nous allons aller en exil. Sortez ce verbatim-là ou de cette conférence-là pour que nous puissions le voir aussi. Parce que je n'ai jamais entendu ça nulle part. Je n'ai entendu ça nulle part. Victor Junior Dukoui, terminé. Monsieur Surier, allez-y. Il faut que la Côte d'Ivoire comprenne. Les dirigeants du RHDP comprennent que perdre le pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. La ministre Raymond Goudou, elle ne mourra pas. Hein. Elle ne mourra pas, bien au contraire. Elle est sortie grandie de cette élection à cause de son attitude, à cause de son comportement. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on en arrive là. Il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé pour vouloir garder le pouvoir éternellement. Moi, j'ai écouté un ministre du RHDP qui disait « Ah oui, le président Alassane Ouattara est en train de bâtir le RHDP pour conserver le pouvoir 40 années. » Pourquoi un parti politique garde le pouvoir 40 années? Les autres, ils font quoi? Même qu'on n'est pas déjà satisfait même de la gestion, pourquoi voulez-vous garder le pouvoir même pour 40 années? Etc., etc. Non, il faut organiser des élections justes et transparentes. Au Cameroun, ça fait 44 ans. Hein? Comment tu peux prendre un exemple? Ça fait 48 ans. Comment tu peux prendre un exemple? Mais comment tu peux prendre un exemple mortifère comme ça comparé à la Côte d'Ivoire? Non, il ne faut pas. Nous ne sommes pas le Cameroun. Et il ne faut pas qu'on fasse comme le Cameroun. La démocratie doit s'exercer en Côte d'Ivoire. Et nous voulons un pays démocratique. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau. Bon, moi, je peux quand même pas dire on a malheureusement terminé pour ce tour. Non, pardon, il faut que je dise deux choses. En 2 secondes. Non, il fait quand même... D'abord, Bita, le PDCI ne peut pas dire non, aujourd'hui j'ai gagné. Vous n'étiez pas du tout au nord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire que... Je suis d'accord que les RHDP a perdu. Ils étaient candidats 2 fois, à 2 endroits, ils ont perdu. Ça, il n'y a même pas de débat. Mais on ne voit pas non plus une progression du parti, du PDCI, dès lors que vous n'êtes confiné que dans un... À mon très cher voisin, il ne faut pas faire de dire que des élections sont crédibles, transparentes, parce que j'ai gagné. C'est cet argumentaire-là. Le problème, c'est la même chose hier. Personne n'a dit ça. Si. C'est-à-dire, à tout le monde dit que c'est très bien passé parce que le PDCI a gagné. Non, parce qu'ils ont pu contrôler tous les bureaux de vote. En 2027, le PDCI a gagné à Cocody, le PDCI a gagné au Plateau, le PDCI a gagné à Port-Bouilly. À Makori. Non, ils ont perdu avant-hier. Du 27 décembre. Pas du 27. Du 27 décembre, pardon. Du 27 décembre, le PDCI a gagné à Cocody, a gagné au Plateau, a gagné à Port-Bouilly. Ce sont des communes très riches. Hein? Vous n'avez pas fait ces arguments-là. Okay. Parce qu'il y a une seule élection qu'on fait à Toumoudi, que le PDCI gagne, ça ne veut pas dire qu'il y a une CEI spéciale à Toumoudi. C'est la même CEI, c'est la même CEI, avec le même système. Bien compris. Merci. C'est de mauvais perdants. Merci pour vos analyses, messieurs. Quittons maintenant le terrain politique pour aborder une préoccupation quotidienne des Ivoiriens, la sécurité routière. Les chiffres récents font état d'une persistance des accidents, de la circulation, souvent liée à l'excès de vitesse et au non-respect du code de la route, plus encore à l'utilisation des plaques d'immatriculation frauduleuses. Les autorités multiplient radars, contrôles, traques et mises en fourrière. Mais ces mesures sont-elles efficaces? On en parle juste après ceci. 519 accidents de la circulation, 1934 blessés et 164 tués, soit environ 4 décès par jour. Chiffre des accidents de la route enregistrés par le ministère des Transports et des Affaires maritimes depuis le 1er janvier 2026. Un constat jugé inquiétant par le gouvernement. Le dernier Conseil national de sécurité a réagi en instituant l'opération Tolérance Zéro. Elle cible essentiellement la conduite sans permis, l'absence d'assurance ou de visite technique, l'alcool au volant, la surcharge des véhicules, le surnombre de passagers, le mauvais état des engins, le non-port du casque pour les 2 et 3 roues, les équipements de sécurité défectueux et les plaques fantaisistes ou illégales. Depuis le lundi 16 février dernier, les forces de défense et de sécurité ont pris d'assaut les voiries du pays. À leur côté, la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, DGTC. L'idée, débarrasser la Côte d'Ivoire des véhicules défectueux et illégaux. Bilan de leur première semaine, environ 400 véhicules contrôlés, dont 100 voitures civiles et 75 véhicules administratifs mis en fourrière. Sans oublier 111 plaques civiles ainsi que 75 plaques administratives retirées. Information donnée par Omar Sako, directeur général de la DGTC.
L'opération Tolérance Zéro pourra-t-elle mettre fin aux plaques fantaisistes et réduire considérablement les accidents de la route? Retour sur le plateau du Club de la Presse, messieurs, la question est posée. Est-ce que l'opération Zéro Tolérance pourra mettre fin aux accidents de circulation sur les routes ivoiriennes? Bledson Mathieu. Bon, si c'est appliqué tel que le Conseil national de sécurité l'a recommandé, vous voyez, ça va considérablement diminuer. Mais il y a une confusion entre ce que le Conseil national de sécurité a demandé et dans les faits de ce que la direction en charge de la sécurité routière est en train de poser comme matière. Il y a une confusion. Cette histoire de plaque jaune, plaque administrative, n'a rien à voir, à mon avis, avec les accidents. Je ne vois pas en quoi une plaque, qu'elle soit jaune, ça va provoquer un accident. L'état défectueux des véhicules... En rapport avec de l'incivisme sur les routes. Non, il y a deux problèmes. L'incivisme, le gars qui contrôle, enfin, à mon avis, ma définition peut être erronée, c'est celui qui surfe, joue avec le code de la route, qui ne respecte pas la loi. Ça, c'est le problème. C'est un gros problème, hein. Je vais en parler. Et puis, l'autre côté, ce sont les véhicules dans un état défectueux qui, justement, provoquent les accidents les plus mortels, selon moi. Mais je dis bien selon moi. Les véhicules dans un état défectueux, ils ont, comment on appelle ça, la visite technique. Ça, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le citoyen qui délivre. Tu vas là-bas, tu donnes l'argent, tu as ça. À un moment donné, on dit on va numériser, on va faire ceci. Et on a vraiment cru que cette fois-ci, c'est la même chose. Tu es chez toi à la maison, tu es au garage, tu peux avoir la visite technique. Donc ça, ce n'est pas le citoyen lambda. Voilà. Maintenant, le citoyen lambda, je ne sais pas trop, nous avons un problème avec la loi. Je ne sais pas comment faire pour expliquer aux gens, pour leur imposer une bonne conduite. On dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas, par exemple, prendre le téléphone, quand tu es au volant, il met les kits main libre, il met au haut-parleur et puis ça va. Le même, c'est pour ta sécurité, la sécurité des autres, mais il le fait. On a un problème avec, je ne sais pas trop, mais franchement, le citoyen lambda, j'ai l'impression que respecter la loi, ça lui pose un problème. Bon, l'administration aussi, quand on annonce une preuve, comment on appelle ça, une mesure, lorsqu'il faut vraiment l'appliquer, ils sont un peu mélangés entre chercher l'argent, parce que dans leur opération, il y a plus de voitures qu'on poursuit parce qu'ils n'ont pas payé les amendes. Il y a plus de voitures comme un fourrière parce qu'ils n'ont pas payé les amendes. S'ils sont très chauds sur les plaques, c'est parce que les plaques permettent de retrouver facilement. Il y a cette combinaison. Et puis les agents qui sont sur le terrain, souvent il y a le laxisme, il y a cette affaire de générosité pour relâcher quelqu'un qui a brûlé un feu parce qu'on ne veut pas lui créer des problèmes. Bon, je ne parle même pas de billets de banque qui ont un peu circulé, ça je laisse tomber. Mais on a un problème avec l'application des lois. On a ce problème. Quand certaines choses se produisent, automatiquement tout le monde respecte. Par exemple, la pluie, on respecte. Mais bon, ne pas griller un feu, faire les réparations à la visite technique qu'on te demande de faire avant de remettre ta voiture en circulation, on s'arrange avec eux. Puis bon, donnez-moi le papier, après je vais faire ça, c'est pas votre problème. Et puis bon, ben, les mêmes véhicules, on va les retrouver sur la route. Et ça reste campagne qu'il y a beaucoup plus de morts, selon même ceux qui gèrent la chose. Là où il y a peut-être moins d'amendes de contravention, c'est vraiment là-bas que l'hécatombe a lieu. D'accord. Michel Betta, l'opération Zéro Tolérance va-t-elle permettre de réduire considérablement les accidents, le nombre de morts et de blessés sur nos routes, ou carrément les annihiler? C'est notre souhait. Hein? D'abord, c'est notre souhait. Que cela parvienne à réduire considérablement, parce que les accidents, ce n'est pas une fatalité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est quelque chose qui peut se mesurer, qui peut se contrôler et puis arriver à une réduction drastique des accidents. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que la plupart de ceux qui utilisent les plaques qui ne sont pas banalisées, c'est nos forces de l'ordre. Voyez-vous à quel niveau nous sommes? C'est-à-dire celui qui doit donner l'exemple là, c'est lui-même qui fait de l'incivisme. Et ça nous pose problème à tous. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, quand on veut sanctionner, il faut pouvoir décrire la plaque pour pouvoir sanctionner. Les radars sont là pour pouvoir d'abord savoir qui a fait la faute et après passer au contrôle, à la sanction. Mais pour sanctionner, il faut savoir qui est dans la voiture. Et les plaques banalisées ne le permettent pas. Donc moi, je pense que la question même des plaques banalisées me pose énormément de problèmes, en ce sens que qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui roulent des plaques banalisées? Comment toi, citoyen, tu choisis de ne pas avoir une plaque qui peut être identifiable?
Sur quelle base? Que tu sois de l'armée, il y a des plaques de l'armée. Que tu sois du gouvernement, il y a des plaques du gouvernement. Pourquoi tu choisis d'utiliser des plaques qu'on ne peut pas identifier? Tu caches quoi? Vraiment, ça, c'est mon plus gros problème. Je me dis que ça, c'est l'excès d'incivisme qui entraîne ça. Et la deuxième chose, l'année dernière, on a fait les semaines de sécurité routière. On nous a dit que ça a baissé considérablement les accidents de la route. On en vient à l'année 2026 et on rentre dans un cycle, je dis, traumatisant d'accidents. Parce que les chiffres qu'on nous a donnés et puis le nombre de morts, je me dis, en si peu de temps, on est en combien de mois? Un mois et demi. Et puis déjà, si ça continue à ce rythme-là, ben, ça serait un peu, ça ressemblait à une hécatombe que nous avons laissé prospérer. Il faut que des mesures plus drastiques soient prises. Moi, j'estime que la conduite en vitesse, l'excès de vitesse, les radars maîtrisent ça suffisamment. Et les sanctions peuvent arriver à tout moment pour celui qui est en excès de vitesse. Mais on peut l'appeler même sur place, même dire immobilise ta voiture et puis on vient te chercher. Il faut que, vraiment, je pense qu'il faut aller plus fort. Parce qu'à ce rythme-là, je crains fort que nos routes soient des lieux de mort plutôt que des lieux de transport. Il faut avoir la sanction ferme sur la question. Parce qu'on ne peut pas tolérer que la route soit sujet de mort impuissamment. Il faut que des mesures soient prises. Lansine Bakayoko, vous êtes d'accord avec Michel Betta quand il dit que zéro tolérance, c'est vraiment zéro tolérance? Non, moi je voudrais, c'est l'objet même de l'opération de contrôle. En tout cas, si cette opération de contrôle initiée par la Direction générale des transports terrestres, c'est pour diminuer les accidents, je pense qu'ils sont hors sujet. Et quand on fait hors sujet, c'est zéro. C'est zéro, c'est sans objet à la limite. Parce que l'opération de contrôle des plaques, c'est quand il y a des problèmes sécuritaires, par exemple. C'est-à-dire, il y a des bandits qui utilisent, par exemple, ces plaques banalisées et qui vont commettre des actes hors la loi. Ça, c'est juste l'intérêt des plaques d'immatriculation. Mais si c'est pour, ou bien garantir les recettes de l'État. Parce que la sanction aussi passe par... Non, s'il te plaît. La sanction, si tu ne peux pas savoir qui a roulé là, tu ne peux pas le sanctionner. Je dis garantir les recettes de l'État. Parce que ces personnes-là doivent aller s'acquitter de certains nombres de droits, des patentes, etc., qui vont permettre des droits de douane. Parfois, c'est des véhicules non dédouanés, où le fisc n'est pas passé. Donc, c'est des pertes de recettes pour l'État. Et donc, si cette opération, l'objectif, c'est de garantir la mobilisation des recettes, je suis d'accord. Mais si c'est pour dire qu'on va diminuer les accidents par ça, je suis partiellement, vraiment très partiellement, en désaccord. Mais les plaques banalisées peuvent servir à poser des actes d'incivisme sans qu'on ne puisse retrouver le propriétaire du véhicule. Vous savez, quand on fait la nomenclature des causes des accidents, beaucoup plus, c'est des questions humaines. Moins des questions techniques, certes, mais c'est des questions humaines. C'est des gens qui font preuve d'incivisme, des stupéfiants, le téléphone au volant, Blaison en a parlé, et puis des gens qui s'en fichent carrément du respect du code de la route. Donc je pense que c'est vers là, si on veut lutter contre les accidents, c'est vers là qu'il faut aller. Je crois que la solution, c'était la vidéo-verbalisation, même si cette vidéo-verbalisation est en train de tourner, virer à l'arnaque, je pense que c'est là que l'État devrait mettre l'accent, c'est-à-dire contrôler les vitesses, voire sanctionner les chauffeurs indélicats, regarder les 3 roues qui vraiment ne respectent aucun dispositif du code de sécurité, et puis réorganiser cette question de vidéo-verbalisation. Parce qu'aujourd'hui, les accidents de la circulation, on nous dit que ces vidéo-verbalisations devaient permettre de réduire les accidents, mais moi je vois clairement qu'aujourd'hui, cette vidéo-verbalisation, ils sont plus portés à mobiliser de l'argent pour leur propre profit que pour la sécurité des Ivoiriens. C'est clair et net. Comment comprenez-vous que des gens vont sanctionner des gens à qui les véhicules n'ont même pas appartenu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un véhicule, vous faites la mutation, mais ils vont vous sanctionner peut-être 5-6 mois avant même que vous ayez fait l'achat. Donc je crois que ça, finalement, on a l'impression que cette vidéo-verbalisation qui, elle, devait avoir pour seul objectif de garantir la sécurité sur les routes, est devenue, l'objet a été dévoyé et aujourd'hui, on cherche de l'argent avec cette vidéo-verbalisation, ce que moi je regrette. Maintenant, le contrôle des plaques d'immatriculation, oui, ça c'est, s'ils veulent faire de la sécurité, donc je voudrais terminer en demandant à la Direction générale des transports terrestres de réorienter son action.
certes, de lutter contre les fausses plaques d'immatriculation parce que c'est des pertes de recettes pour l'État. Et puis, c'est des questions de sécurité. Surtout, nous sommes dans un environnement où les sécurités à nos frontières, où les gens font rentrer les véhicules n'importe comment. Il faut, dans un contexte d'insécurité régionale, il faut bien sûr veiller à cela. Mais ça ne devrait pas être l'objet de cette opération de surveillance des plaques qui, à mon avis, aujourd'hui, a dévié, a fait un clash par rapport à son objet. Victor Junior Diokoyi. Oui, merci beaucoup, Ahmed. L'histoire de la sécurité routière ne remonte pas de maintenant. C'est depuis la création de l'OSER en 1978. Et puis, à cette époque, on a eu des décrets, des lois, on avait institué l'assurance véhicule, ensuite la visite technique, etc., pour permettre d'éviter ou de réduire les accidents sur la route. Donc, pour l'État de Côte d'Ivoire, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, la préoccupation a toujours été de faire de telle sorte que les accidents ne continuent pas d'endeuiller, les voitures ne continuent pas d'endeuiller les populations. Malheureusement, beaucoup de mesures ont été prises. On parle par exemple de la vidéo-verbalisation, qui n'est pas notre technologie, c'est une technologie colombienne, je crois, mais qui maintenant est en train d'être faite avec quelques adaptations ivoiriennes. Donc, petit à petit, mais bon, ce n'est pas encore ce que nous espérons. Parce qu'on a un problème de notification, on a un problème de collecte dont Ahmed parlait. Mais il y a beaucoup de choses. Du moins, la Sine Bakayoko. Mais l'élément important, deux éléments importants qu'il faut retenir, c'est premièrement le respect des lois. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, même en politique, personne ne veut respecter la loi. Et ça glisse dans la société. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mon ami Bétain Michel parlait de policiers eux-mêmes qui doivent contrôler, qui eux-mêmes utilisent les plaques banalisées. On a une difficulté particulière avec le respect des lois en Côte d'Ivoire. Et il faut que l'État se charge de ça. Première chose. La deuxième chose, la sanction. On a un faible avec les sanctions. C'est-à-dire que j'estime que quand quelqu'un a fait une faute, il faut le sanctionner sévèrement de telle sorte qu'il ne puisse plus reprendre ça. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Et tant que nous serons donc dans ce jeu-là de magnanimité, d'aider un frère, d'aider un ami, de toute évidence, les accidents vont continuer de grimper. Comment pouvez-vous imaginer qu'on a la vidéo-verbalisation, on a aujourd'hui la pose des panneaux de limitation des vitesses, on a toute cette armada, mais malgré tout ça, les accidents font un pic. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème qu'il y a, c'est le non-respect des lois, mais deuxièmement, la sanction. Et il faut qu'on y arrive. Pour que nous puissions arriver à ce zéro accident, il faut bien sûr qu'on respecte les lois. Et puis, pour ceux qui ne respectent pas les lois, il faut les sanctionner. Les sanctionner, d'accord. Letson Mathieu, quelle solution durable il faut justement pour réduire le nombre d'accidents sur nos routes, voire les éradiquer ? Moi, je pense qu'il faut essayer le système des visites techniques, parce que les véhicules défaillants, c'est à la visite technique qu'on les détecte. Et ça, c'est de la responsabilité de la direction des transports. Il faut veiller à ce que ça soit sécurisé, il faut que ça soit assaini. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'acte fort qu'il faut poser. Et la deuxième chose, il faut complètement dissocier la vidéo-verbalisation, qui est un système de collecte de fonds entre le citoyen que nous sommes, l'État et un privé. Le privé est au milieu, le privé est l'ami de faire des chiffres. C'est lui qui donne le là, c'est lui qui manipule l'ordinateur. Aujourd'hui, quand vous prenez la Y4, quelle que soit la vitesse, je l'ai pris à 40 km, j'ai vérifié, je devais payer 8 000. Ça, c'est vraiment, eux, ils sont en effet du chiffre. Cherche de l'argent. Y4 qui est là. Moi, j'habite la Riviera, le temps d'arriver à Djamé, on me dit que je dois. Je ne sais pas à quel moment, sur ce tronçon-là, on peut avoir de l'espace pour faire de la vitesse. Cette affaire de vidéo, ça, il faut donc mettre de côté. Il ne faut pas qu'il le lie aux accidents.
Ils n'ont qu'à dire on a besoin d'argent, nous on paye. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça, on n'a pas le choix. Vous voulez, on ne reçoit même plus de messages. Parce qu'au début, ils envoyaient des messages. Donc on avait la possibilité de se plaindre, de dire non, mais moi je suis garé. Et quand tu vas te plaindre, maintenant on n'envoie plus de messages. Oui, la notification. Non, il n'y a plus de notification. Tu roules jusqu'à, tu vois des gendarmes qui t'arrêtent, qui sont très énervés, comme si tu avais fait quelque chose. On te dit, tu dois 150 000 si tu ne payes pas, on prend tes pièces. Si jamais ils prennent ta voiture, j'ai vécu un cas où la voiture était sur la Y4, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Coupeuse de Divers, le premier péage. Il fallait partir payer à Bassam, après avoir fait un rang pendant une journée. Bon, ça c'est vraiment... Donc ça c'est un autre phénomène. Lorsque le Conseil national de sécurité donne la lettre, d'abord il faut les féliciter parce qu'on sent qu'on a affaire à un État qui pense à notre vie. Il relève que depuis le début de l'année, voici le nombre de morts. Faisons attention, si rien n'est fait, ça peut être grave. Il veut dire qu'il faut combattre les accidents de la route. On n'a pas dit profitez-en pour faire les plein la poche. Michel Betta, vos solutions pour éradiquer ce phénomène? Non, la première chose, c'est mettre l'accent sur le civisme sur la route, faire un effort pour éviter l'incivisme sur nos routes. Parce que, voyez-vous, une des plaies de ces accidents-là, c'est que ça engage plutôt la vie des individus. On est dans un système où, par la faute de certaines personnes, les accidents surviennent. Donc, il faut contrôler surtout les transports en commun. Moi, je dis souvent, quand je regarde ceux qui font les taxis compteurs, ceux qui font les transports en commun, leur rythme de travail est intenable. Ça, il faut se le dire. Parce qu'on a l'impression qu'on peut sauver des gens qui ne veulent pas se sauver. Il faut les forcer à se sauver. Parce que quelqu'un qui travaille 24 heures sur une voiture, moi-même, je n'arrive même pas à rouler 2 heures. À mon avis, je n'arrive même pas à rouler 2 heures du temps concentré sur une route. Donc, je me dis, ceux-là, comment ils font? Comment quelqu'un peut rouler 24 heures sur une voiture sans s'arrêter? Mais c'est une mort ambulante. Donc, c'est l'incivisme d'abord qui est la première cause des accidents. Donc, sur ce point-là, moi, je pense que l'État devrait assainir le milieu des transports. Quand on dit assainir le milieu des transports, ce n'est pas seulement les véhicules, les hommes qui sont au volant. Il faut assainir leur milieu pour que quelqu'un sache que travailler, on ne peut pas travailler 24 heures en étant, je dis, lucide et attentionné sur un volant. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'ils se l'enlèvent dans la tête. C'est vrai que l'accident n'arrive pas toujours, mais leur manière de travailler est une source d'accident, est accidentogène. Il faut leur dire ça. Et ça, il faut que l'État voie ça. Et la deuxième chose, les contrôles. C'est vrai que mes confrères ont estimé que les contrôles... Mais moi, je pense que c'est important. Mais il faut qu'au niveau de la sanction et des pécules, ils revoient ça. Parce qu'on a l'impression que ça permet plus de nous soutirer de l'argent qu'à nous aider à améliorer notre conduite. Et sur le dernier point, on a parlé des plaques banalisées. Ça, vraiment, je crois qu'on peut y mettre fin. D'accord. On peut y mettre fin et il suffit d'un mot d'ordre à ceux-mêmes qui sont chargés du contrôle, parce que c'est la plupart du temps, c'est chez eux ça vient. D'accord. Lansine Bakayoko, comment faire rencontrer la fermeté de l'État avec l'adhésion des populations, selon vous? D'abord, je pense que la lutte contre les accidents de la circulation, c'est d'abord une équation personnelle à chaque niveau, pour chaque citoyen. Il faut que chacun comprenne qu'il ne peut pas, par ses propres intérêts ou par ses propres manœuvres, mettre la vie des autres en danger. Ça, c'est même pas un problème d'État, c'est même pas un problème peut-être spirituel, c'est à titre personnel d'abord. Ce que je fais là, est-ce que je ne me mets pas en danger? Est-ce que je ne mets pas la vie des autres en danger? Première solution. Deuxième solution, c'est les conditions d'accès au permis de conduire doivent être renforcées. C'est vrai, l'État a fait des efforts à un moment donné en mettant des gendarmes pour faire ce travail, mais il faut que les conditions d'accès au permis soient renforcées. Il faut que la visite technique soit, je ne dirais pas améliorée, mais soit légitimée. Parce que, vous voyez, quand moi je vais à Kouédo, mais ou bien dans certaines communes reculées, mais vous voyez des véhicules qui roulent, mais tout à l'heure vous avez vu des images, des véhicules où c'est des plastiques qui entourent. Vous vous demandez à quel moment ces véhicules-là sont allés faire la visite technique et ont obtenu la certification de cette institution. Tout à fait. Donc il y a un peu de laxisme sur ce volet. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, les accidents, c'est deux grandes raisons. Les problèmes techniques, c'est-à-dire que les véhicules ne sont pas souvent en état, et puis les problèmes humains, c'est-à-dire l'incivisme des uns et des autres. Et puis, Betta a soulevé un point important. Parce que les chauffeurs, en tout cas les opérateurs du secteur,
travaillent dans des conditions quasi inhumaines. Vous voyez la volonté d'avoir de la recette. Les patrons augmentent les recettes, eux, ils veulent avoir des recettes et avoir pour eux-mêmes. Vous voyez, pour une route, un tronçon comme Abidjan-Agboville, ils veulent le faire en 40 minutes parce qu'ils veulent faire 10 tours pour pouvoir non seulement donner la recette du propriétaire et avoir pour lui. C'est vrai, il y a quelque part un peu de gourmandise chez les chauffeurs, ça on ne va pas le nier, mais en réalité, il faut réorganiser tout ça. Il faut que l'État s'implique et puis il faut quand même que tout le monde fasse preuve, tout le monde prenne conscience qu'il vaut mieux que les citoyens vivent qu'ils meurent sur les routes. Victor Junior Diokoyi, vos solutions? Oui, la solution que je préconise, l'une des solutions, il y en a plusieurs, mais celle qui me tient véritablement à cœur, c'est qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire ait une politique nationale de sécurisation routière. C'est-à-dire que, vous voyez, quand moi je vois cette opération dont nous parlons, elle est périodique. Elle est ponctuelle. Elle est ponctuelle. Et ça doit être... Vous voulez une stratégie permanente? Une stratégie permanente qui dure 365 jours, mais qui tient compte des lois et de l'application de ces lois. Comment pouvez-vous imaginer qu'on a... Il y avait... Je ne me rappelle plus très bien l'année, mais je sais que quand le RHDP est arrivé au pouvoir, le président Alassane Ouattara... Le RHDP ici encore? Oui, bien sûr. Mais c'est eux qui ont la gestion du pouvoir. Mais c'est eux qui ont la gestion du pouvoir. C'est la référence pour ce C'est la gestion du pouvoir. Et on avait dit qu'on suspendait comment on appelle ça, l'importation des véhicules de moins de 5 ans, etc. De plus de 5 ans. De plus de 5 ans, bon, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça a changé? Allez-y dans nos gars, Bakayoko le disait tout à l'heure, il y a des voitures, tu t'imagines, l'essentiel c'était de renouveler le parc auto, mais le parc auto n'est pas renouvelé. Aujourd'hui, sur les routes, ce sont des voitures cercueils qui circulent. Bon, donc il y a tout. Il ne faut pas aussi dramatiser les choses. Bon, non, dramatiser. Moi, je connais des voitures aujourd'hui qui ne peuvent pas se permettre d'aller faire une visite technique. Simplement parce que la voiture même n'est pas dans un état capable de le faire. Vous comprenez? Donc, il nous faut une politique nationale rigoureuse. Et si nous l'avons, je pense qu'on pourra le faire. Aujourd'hui, les caméras, on les a sur des points accidentogènes, mais ça ne change rien. Les gens roulent comme ils veulent, simplement parce qu'on sait que malgré la présence de la caméra, bon, s'il va après, il va payer 5 000 ou 10 000. Donc il y a la corruption qui est un élément qu'il faut combattre. Ça, c'est un autre élément. Il y a la corruption qu'il faut combattre. Et si nous réussissons à faire tout ça, je pense quand même que ça pourra réduire... Le problème sera solutionné. Ouais, je veux quand même... D'abord, il faut faire une précision. La politique, la loi interdisant l'importation des véhicules vieux de plus de 5 ans n'a rien à voir avec la permission de ces véhicules qui étaient déjà sur le terrain de circuler. Donc, voilà. Ça, la deuxième chose, c'est que l'État n'a pas besoin de faire des opérations spéciales. Quand le système fonctionne très bien, toutes les voitures passent à la visite technique. Un véhicule en bon état a au moins 1 an pour rouler correctement. L'État a parlé des sociétés de transport. Je voulais aussi appuyer, surtout avec l'ajout de... Oui. C'est vrai que l'État ne s'intéresse que lorsqu'on veut créer une société de transport au papier, aux taxes, là. Combien de personnes tu vas utiliser pour le nombre de cas que tu as, pour le nombre de voyages que tu fais entre Abidjan et l'intérieur, tu utilises combien de personnes, tu roules un taxi, tu as combien d'emplois. Mais il faut que l'État regarde ça de près. Parce qu'effectivement, quand on donnait un car à un individu qui va à Mans, aller-retour, donner un taxi à... Oui, c'est ça. Quelqu'un pour faire 4 heures. Moi, je voulais ajouter juste quelque chose. On termine avec vous. Vraiment, je voulais dire que, tu vois, la Côte d'Ivoire appartient à chacun de nous. C'est-à-dire que ton acte peut être source de gravité sur la route. Donc, il faut tenir compte personnellement, comme Bakayoko l'a dit. Voyez-vous, je prends l'exemple de celui qui jette un papier sur la route. C'est un individu lambda, mais son acte a un impact sur nous tous parce qu'il salit l'environnement. Il nous entraîne des maladies. Donc, c'est vraiment, chacun doit se mettre dans la peau de la propriété de ce pays-là pour agir conséquemment. D'accord. Voilà. Cette affaire est l'affaire de chacun. Moi, j'ai été touché dans ma chair
à cause des accidents sur la route. C'est bien compris. Merci. Dans ma chair, dans ma famille. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous arrivons au terme de ce numéro du Club de la Presse. Merci à nos invités, Lanciné Bakayoko, Michel Betta, Bledson Mathieu et Victor Junior Djokoei. Merci à notre reporter Davis Oyo. Et par-dessus tout, à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité indéfectible à la RTI. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro du Club de la Presse. Très bonne suite de soirée à toutes et à tous.